Il y a des livres qui ne demandent pas à être ouverts. Ils s'ouvrent eux-mêmes. On y entre, pas comme dans une histoire. On y entre comme dans un souffle ancien. Dans Terre et Ciel, la parole ne raconte pas seulement, elle traverse. Elle déplace les corps, les noms, les mémoires. Elle transforme le récit en matière vivante. Et déjà, une question s'impose. Que reste-t-il d'un héros lorsqu'il cesse de conquérir? Que reste-t-il d'un héros lorsqu'il cesse de conquérir? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans Le Mot en Liberté. Aujourd'hui, je reçois cet auteur qui a décidé d'écrire dans cette zone où la parole devient matière vivante. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Rarimanana. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir dans Les Mots en Liberté autour de votre livre Terre et Ciel. Je vous remercie d'avoir lu le livre. Alors, chers téléspectateurs, vous allez découvrir ces chefs-d'œuvre. On va devoir lire un extrait de Terre et Ciel de Rarimanana et on poursuit. Les mots et les tumultes en prennent aussi nos parois et nous abîment. Nous ne sommes pas seulement ceux qui attendent. Nous ne sommes pas seulement ceux qui entendent. Et peut-être que tout commence là même, dans ce livre, dans cette idée que la parole ne sort pas intacte, qu'elle nous traverse autant que nous la portons. La question que nous posons ici à Rarimanana, Ibunia Sibunia Manoro avance comme une force dans le personnage. Mais cette force se fissure en lui-même. À quel moment le héros cesse-t-il d'être une conquête pour devenir une interrogation? D'abord, il faut savoir Ibunia Masbunia Manur, et il a plutôt une trajectoire qui est l'inverse de nous. Lorsqu'on arrive au monde, on se cherche et puis on se trouve, etc. Lui, il se trouve déjà dans le ventre de sa mère. Il n'est pas en train de chercher son identité. Il n'est pas vraiment en train de se définir lui-même. Il a eu un moment, au moment où il reçoit son nom, c'est là qu'il avait défini son identité. Et à partir de là, il était parti à la conquête de cette identité avec beaucoup de force, beaucoup de conviction. Et au fur et à mesure, justement, où lorsque l'identité ou lorsque le désir qu'on poursuit s'éloigne de plus en plus ou est interrogé par la vie, par l'environnement, par les situations, les événements, à ce moment-là, la définition de soi euh, se, se confronte en fait à la question des liens, à la question des liens avec les autres, et que on ne peut pas se définir tout seul, mais que cette définition de soi, c'est aussi notre rapport avec les autres et le rapport avec le monde. Donc plus on a conscience du monde, plus on a conscience de la présence des autres, et plus on a conscience aussi de l'absence des autres ou de l'éloignement des autres. À ce moment-là, oui, notre assurance commence à vaciller. Et c'est paradoxalement le moment où l'harmonie arrive, ou paradoxalement, c'est le moment où on est en lien avec soi-même. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, là, vous comprenez que c'est un appel à l'altérité, à l'altruisme, s'il faut élargir le prisme. On ne s'identifie pas soi-même, mais il faut aussi voir les autres, l'entourage, le monde qui nous entoure. Alors, on poursuit avec cet extrait de Terre et Ciel. Je ne suis pas ces noms qu'on m'a donnés. Je ne suis pas Ibonia Masimanoro.
le nom revient toujours. Alors, comme si le nom lui-même devenait trop petit pour contenir l'être. Alors là, on parle du deuil, le bascule du monde. La question est celle de savoir, la mort d'Itia Ronavola traverse le récit comme une coupure invisible. Mhm. Après elle, le monde change de texture. Est-ce que le deuil est ici une fin ou un passage? Déjà, la question, est-ce qu'on parle de la mort ou est-ce qu'on parle du deuil? Donc, c'est pas du tout la même chose. Euh, dans la mesure où, à un moment, vous avez dit, soit dans votre article, soit tout à l'heure, qu'il n'y a plus de frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, le monde des visibles et le monde des invisibles. Et donc, la mort n'est qu'une porte à cet endroit-là. Si on va raisonner de cette manière-là, comme quoi il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort, eh bien, la mort n'est qu'une porte ou qu'un pas de plus. Donc, le deuil n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire le deuil d'autres personnes qu'on pourrait quand même voir ou être en lien d'une manière ou d'une autre. Et donc, qu'est-ce que c'est que le deuil en ce moment-là? La question se pose, c'est est-ce qu'on est prêt à changer de lien avec l'âme d'une personne, avec une autre personne, ou est-ce qu'on veut toujours continuer ce lien dans le monde des vivants? Et à ce moment-là, la question du deuil se pose. Et effectivement, lorsqu'Ibounia perd son meilleur ami, son frère, son double même, toutes ses convictions sur les choses qu'il peut contrôler, en fait, sont en train de s'effondrer et que cet ami qui, qui le confortait dans sa vision des choses va l'amener aussi à douter de lui-même. Et évidemment, il a la perte de quelqu'un, mais cette perte-là s'accompagne aussi d'une sorte d'impossibilité, en fait, de continuer le dialogue. Et, et la question du deuil, en fait, est posée à ce moment-là. À quel moment faisons-nous le deuil? À quel moment acceptons-nous la mort? C'est que ce deuil-là, euh, le deuil, ce serait de continuer à vivre en nous-mêmes avec cette personne qui est partie. Et donc de faire en sorte que cette personne partie reste toujours en nous, peut-être pas visible, peut-être pas palpable, mais en tout cas toujours présent en nous. C'est comme pour dire que les morts ne sont jamais morts, ils ne sont jamais partis, ils vivent avec nous, ils cohabitent avec nous. Et oui, et ça c'est une conception que nous avons en commun beaucoup dans nos pays, sur le continent africain, autant à Madagascar que je suppose au Congo. Oui, de même au Congo ici, on croit toujours à nos morts, on le respecte, voilà, et il y a même une journée qui est dédiée aux morts, et voilà, et on se rend au tombeau, on essaie un peu de commémorer, voilà, on nettoie tout autour des tombeaux de ces personnes qui nous ont été chères. Ça se fait, je pense, partout en Afrique. C'est comme disait Birago Diop dans son poème, écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, les buissons en sanglots, c'est les souffles des ancêtres, jamais partis, ils sont dans l'air, etc. Voilà. Et c'est un poème qui m'a beaucoup accompagné, pas seulement dans l'écriture de ce livre, mais dans mon parcours d'auteur. Dans mon parcours d'auteur, c'est un poème qui m'a beaucoup accompagné. Alors, chers téléspectateurs, Birago Diop a écrit ce poème. Alors, n'hésitez pas aussi à le chercher si ça vous intéresse. C'est un poème vraiment, je dirais, avec un côté beaucoup plus africain. Ça parle de mort. Comment est-ce que l'Afrique conçoit
Comment est-ce que l'Afrique maintient le lien avec ses morts? Alors, chère Imanana, dans votre livre, vous parlez aussi des femmes. Les femmes, les voix qui tiennent le monde. Je lui dis adieu, mon ami. Adieu, mon frère. Adieu, mon autre. Les héros ne perdent pas seulement un compagnon ici. Ils perdent une manière d'être au monde. Je reprends la phrase. Je lui dis adieu, mon ami. Adieu, mon frère. Adieu, mon autre. Les femmes ne sont pas des figures secondaires dans votre texte. Elles semblent tenir la structure invisible du monde. Est-ce qu'elles sont celles qui empêchent le chaos de se refermer sur les hommes? Non, il ne faut pas penser comme ça. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas là pour régler les problèmes des hommes. Les femmes sont des créatrices et que c'est aussi à, à l'univers entier ou plutôt à l'humanité entière de tenir compte de cette création proposée par les femmes. C'est pas simplement de se dire les hommes sont comme ceci et les femmes sont comme cela. Mais effectivement, là, dans le monde dans lequel nous vivons depuis des siècles et des siècles, c'est un monde contrôlé par les hommes. Et c'est aussi un monde qui est très, très tourné vers la guerre, vers le chaos. Et à partir de là, en fait, la question que posent les femmes, en tout cas dans ce roman, c'est de se dire, nous sommes des créatrices, nous sommes avec la vie, nous sommes avec toutes les forces de la vie, et comment faire advenir ce monde. Pas simplement de dire comment régler le problème des hommes, c'est-à-dire des hommes masculins. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire entendre dans ce livre-là, de se dire qu'il y a un autre monde possible. Il y a un autre monde possible qui serait aussi pas simplement de se dire dans l'écoute des femmes, parce que là, lorsqu'on va dire dans l'écoute des femmes, c'est pas suffisant de se dire dans l'écoute des femmes, mais de se dire quel est ce monde proposé par les femmes et comment faire pour que ça devienne aussi important que le monde proposé par les hommes. Ou est-ce qu'il y a un monde où le masculin et le féminin euh, seraient absolument équilibrés, absolument dans le partage? Parlons de femmes, je vais devoir lire un extrait, toujours avec les personnages femmes dans Terre et Ciel. Je suis là sans nom, celle que personne ne désigne, celle que personne n'appelle. Une voix sans nom, et pourtant une voix qui ordonne le réel. Là, je pense qu'on parle de pouvoir et sa faillite. Et donc, le pouvoir dans Terre et Ciel semble toujours au bord de se retourner contre lui-même. Est-ce que la puissance est une illusion de stabilité? La puissance, il y a beaucoup de choses dans ce que vous aviez dit tout à l'heure. D'abord, là, son nom, euh, cette femme qui n'a pas de nom. Déjà, pour situer un petit peu le roman, c'est que Ibn Manur est un enfant extraordinaire. Donc, sa mère, déjà, a activé ses forces à elle parce qu'elle était stérile et elle est partie à la conquête de la fertilité. Et à partir de là, quand elle a pu vraiment se lier avec les forces de la Terre, là, elle a pu avoir cet enfant qui a resté 10 ans dans son ventre. Et au moment de la naissance de l'enfant, de la venue au monde de l'enfant, il y avait aussi cinq ou six autres femmes qui ont donné naissance aussi à d'autres enfants qui sont devenus les compagnons de Ibn Yamanur. Et là, son nom, c'est une femme esclave.
Et dans cette tradition des esclaves à Madagascar, c'est qu'on ne donne pas de nom aux esclaves. Et cette femme-là va se dire son nom, elle n'a pas de nom, mais forcément, elle était nourrice de Yibunir, et en tant que nourrice, elle savait parfaitement aussi quelle puissance cherche ce garçon. Et elle est dans une forme de non-existence. Et dans cette forme de non-existence, en fait, paradoxalement toujours, elle voit toute l'existence des autres. Et elle voit toutes les contradictions du monde autour d'elle. Et ce qui fait que elle peut, à un moment donné, trouver l'essentiel et de se dire là, vous êtes en train juste de jouer avec là ou les puissances, et que est-ce qu'il y a autre chose de plus important que de préserver une vie ou même d'épanouir une vie. On comprend qu'il s'agit d'une dame esclave parce que, tel que l'a dit l'auteur, au Madagascar, les esclaves ne portent pas de nom. Mais on a l'impression que la personne qui ne porte pas de nom a compris quelque chose, je dirais, qui mérite un nom, quelque chose de réel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est l'interrogation perpétuelle du nom. Donc, quand vous avez un nom, notamment à Madagascar, le nom a une signification. Et cette signification-là porte des valeurs, cette signification porte une histoire, un récit. Et la vie n'est pas qu'un récit, la vie n'est pas qu'une histoire. Et donc, à un moment donné, le nom peut devenir obsolète. Vous pouvez, surtout dans le système actuel des temps modernes, le nom est fixé à l'état civil et on porte ça de la naissance jusqu'à la mort. Et, et à un moment donné, ce nom peut ne plus correspondre à ce que vous êtes. Et donc, le nom est complètement relatif, en fait. Et ne pas avoir de nom, être sans nom, finalement, c'est c'est habiter le présent. C'est aussi se permettre de se dire qu'on peut changer et qu'on peut euh, évoluer dans le même temps que la vie, que les circonstances et tout cela. Le ver à soie, renversement du monde. Cet extrait alors, tu veux tout accaparer. Veux-tu l'ordre ou le chaos? Le pouvoir parle, mais quelque chose déjà le contredit. La bête qui porte le royaume dans son ventre n'est pas un monstre, c'est un ver. Pourquoi la grandeur, Harimanana, passe-t-elle ici par l'infime? Est-ce que nous sommes... pourquoi cherchons-nous la grandeur? Parce que nous ne sommes pas dans la grandeur. Pourquoi cherchons-nous la puissance? Parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas. Pourquoi nous cherchons toujours un stade supérieur? Parce que nous ne sommes pas dans ce stade supérieur. Et la puissance, la grandeur, ce sont des rêves, comment dire, des positionnements dans la société. C'est l'ego, c'est le manque, c'est le fantasme. Alors que la vraie vie, elle est toujours dans cette question de lien, elle est toujours dans cette question de l'épanouissement, plutôt que dans la grandeur ou que dans la domination sur les autres. Quand vous dominez les autres, vous excluez en fait des liens, vous devenez quelqu'un qu'on va craindre, mais personne ne va vous aimer ou personne ne va vous, sauf
sauf si cette personne-là a des intérêts, le dominant est exclu quelque part des liens qui sont dans l'amour ou dans l'amitié. Et, et ce qui fait que lorsque Rana Combé, donc le narrateur du livre, demande à Ibuni qu'est-ce qu'il veut encore, et Ibuni veut porter tout le royaume avec lui. Et tout simplement, le narrateur, qui est un grand sage, on va dire, mais dans ce cas, cherche la bête qui porte le royaume dans son ventre. Et à ce moment-là, tu vas trouver la puissance du monde. Et le ver à soie donne le fil pour nous habiller. Nous sommes des êtres, nos peaux ne suffisent pas pour nous protéger du froid, de la chaleur, etc. Et nous avons besoin de vêtements. Nous avons besoin, lorsque nous mourons, nous avons besoin de linceul, nous avons besoin de fil pour être avec les autres. Et ce fil-là est extrêmement fragile, mais lorsque c'est tissé, lorsque c'est lié avec les autres, eh bien, ça compose un grand lambe, comme on dit à Madagascar, un grand tissu qui est difficile à déchirer. Et même si c'est déchiré, on peut recoudre, etc., etc. Donc, c'est votre rapport avec les autres qui vous rend puissant, qui vous rend fort et qui vous rend aussi beau. Et effectivement, le ver à soie, c'est un animal de rien du tout, mais cet animal-là, depuis des millénaires, a habillé l'humanité. Et où est donc la puissance à ce moment-là? Est-ce que c'est cet animal-là ou est-ce que c'est le chef de guerre? Alors, c'est un passage plus philosophique. Ne serait-il pas le cœur même de la philosophie de tout votre roman? Bien sûr, parce que oui, avant d'écrire ce livre Terre et ciel, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tisser. Tisser, c'est là-dedans, en fait, c'est dans ce livre-là que j'ai essayé de trouver la philosophie du tissage qui est présente à Madagascar. Comment on traite cet animal, comment on traite tout le travail autour du tissage et quelles sont les valeurs, notamment de vérité d'innocence qu'on doit avoir pour traiter avec cet animal-là. Et pureté, innocence et vérité. Et ce qui fait que, oui, effectivement, c'est le livre dès le début, c'est d'aller vers ce sens-là, de confronter en fait Ibuniamas Puniamanu qui peut déclencher la foudre, qui peut déclencher toutes les forces brutes de la nature, avec euh, ce silence de verre à soie, cette discrétion absolue de verre à soie, et pourtant euh, cette action aussi qui continue depuis des siècles et des millénaires. Encore cette phrase, hein. La bête qui porte le royaume dans le ventre n'est autre que le ver à soie. Tout ce qui semblait immense tient dans un fil. Votre écriture semble toujours au bord de ses défers, comme si la langue refusait de se stabiliser. Est-ce que vous écrivez contre le silence ou avec le silence? Avec le silence. J'écris avec le silence. Le silence, c'est un endroit où vous avez en fait le silence, vous avez la possibilité de poser les mots sur le silence. Le silence fait entendre les mots, fait entendre la musique. Sans le silence, il n'y a pas de mots. Et c'est le silence qui donne écho au monde. Et donc, moi, je ne suis pas contre le silence. Il faut entendre, bien faire la différence entre silence et faire taire.
et étouffé. Donc, c'est pas du tout la même chose pour moi. D'accord. Vous écrivez avec les silences. Avec ce passage, cet extrait, le mot tournoi, balle, bientôt, suivi d'autres. Il me faut les rattraper. Écrire devient ici une lutte pour retenir ce qui s'échappe. Oui, et le silence devient aussi un moment où vous pouvez préserver les mots et c'est comme un lac en fait. Et dans ce lac-là, vous allez puiser les mots, vous allez les faire vivre, les faire danser, les faire les réactiver et tout cela. Très bien. Il y a une phrase qui traverse tous les textes comme un fil invisible. Je vais devoir les lire chez tes spectateurs. Sais-tu réellement ce que tu poursuis? Cette phrase revient. Cette phrase est en train de Mhm. traverser tous les textes comme un fil invisible. Mhm. Sais-tu Mhm. réellement ce que tu poursuis? Est-ce Mhm. le cœur du roman, cher Harry Manana, ou ce qui empêche tout cœur d'exister? C'est peut-être tous les lecteurs aussi. Lorsqu'on vient au monde, on a cette impression aussi toujours de poursuivre quelque chose, d'un manque originel. J'aimerais qu'on retienne avec vous cette phrase de l'auteur. Sais-tu réellement ce que tu poursuis, ô fils du milieu? Sais-tu réellement ce que tu poursuis, ô fils du milieu? Alors, on referme ce livre comme on referme une source, mais l'eau continue ailleurs, dans la voix, dans le silence, dans ce qui, en nous, ne cesse pas de chercher. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Le Mot en Liberté. Merci à Harry Manana. Merci beaucoup pour tout le monde. C'est un grand plaisir, M. Harry Manana, de vous recevoir.